Donc, la prochaine conférencière, Mme Adeline Kougia, qui est conseillère en génétique et coordonnatrice de recherche pour l'Étude québécoise sur le cancer du pancréas, donc à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. À vous. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'avoir la chance de présenter ici aujourd'hui. Alors, je vais vous parler du risque de cancer du pancréas, un peu en général pour vous informer, mais aussi dans le contexte évidemment des prédispositions héréditaires. Pour vous mettre en contexte un petit peu, depuis maintenant plus de 2 ans, je travaille pour l'Étude québécoise sur le cancer du pancréas, qui est un registre de patients qui a commencé en 2012 au Centre de santé McGill grâce au directeur, le docteur Georges Zogopoulos, qui est chirurgien pour le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. C'est un programme qui est offert à tous les patients de l'hôpital, mais aussi des patients d'ailleurs qui se réfèrent eux-mêmes, qui sont atteints soit du cancer du pancréas, de cancer des voies biliaires ou qui peuvent être reliés, ou des maladies précancéreuses du pancréas. C'est un projet de recherche qui accumule de l'information sur le patient, donc de l'information médicale, de l'information évidemment sur la famille, mais aussi sur l'environnement du patient, ses habitudes de vie. Et on obtient de l'échantillon biologique du patient, mais lorsque c'est possible et lorsqu'il a eu un cancer, de la tumeur aussi, pour pouvoir mieux étudier la génétique de ce cancer-là, puis comment il se développe et il se comporte. On a des suivis annuels avec les patients et les familles pour mettre à jour notre information et au cas où il y a des changements. Et puis, pour les patients qui ont des caractéristiques qui pourraient être pertinentes pour la génétique, évidemment, on les réfère en génétique médicale pour qu'ils puissent être évalués. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du cancer du pancréas? C'est un cancer qui est assez rare, mais on en parle parce que, un peu comme le cancer de l'ovaire, il est très mortel. Il touche à peu près 1 personne sur 75 dans la population générale des 2 sexes. Et en ce moment, si on regarde dans le tableau avec la probabilité d'être atteint d'un cancer au cours de sa vie, on voit qu'il n'est pas du tout dans les plus fréquents, mais il reste la 4e cause de décès par cancer au Canada. Et on pense que d'ici 3 ans environ, ça va être la 2e cause, derrière seulement le cancer du poumon. Ce que ça veut dire en chiffres, cette année, il y a donc 5 500 personnes au Canada qui vont être diagnostiquées et 4 800 qui vont décéder de ce cancer. Et au Québec, c'est à peu près 1 400 personnes, dont 1 200 vont décéder de ce cancer-là. C'est sûr que si on regarde le taux de survie, malheureusement, c'est aussi un cancer qui est diagnostiqué plus tardivement. Et donc, on voit vraiment une baisse rapide dans la survie. Après 6 mois après le diagnostic, il y a seulement 40 des patients qui vont être toujours là. Puis le chiffre va diminuer encore plus à 1 an pour aller à 22 et par la suite, à 3 et à 5 ans, on peut voir que c'est plus aux alentours de 7 à 9 ce qui est un petit peu décourageant, c'est que si on regarde le taux de survie 5 ans après le diagnostic, dans les 40 dernières années, il n'y a pas eu une très grande amélioration. Donc, en 1977, c'était 1,5 20 ans après, ça avait monté un petit peu. Puis, encore 20 ans plus tard, là, on est loin du résultat qu'on voudrait avoir. Et puis, si on regarde dans les 23 cancers qui sont rapportés par la Société canadienne du cancer pour les statistiques canadiennes, le taux de survie à 5 ans est bon dernier. Donc, ce n'est pas les meilleures nouvelles et c'est un petit peu pour ça qu'on fait beaucoup d'efforts de recherche pour essayer d'améliorer les choses. Et je pense que ça fonctionne bien parce qu'en fait, si on regarde justement le même guide des statistiques canadiennes sur le cancer de cette année, ils ont choisi le cancer du pancréas comme sujet particulier. Je pense que la communauté médicale, maintenant, est un petit peu tannée de regarder les patients et de ne pas avoir grand-chose à leur offrir. Donc, il y a vraiment un effort concerté, non seulement ici, mais aussi avec des collaborations à travers le Canada, puis même à travers l'Amérique du Nord ou à travers le monde, pour essayer d'améliorer les choses pour ce type de cancer. Je vous avertis, la première partie de ma présentation, c'était un peu déprimant, mais vous allez voir que ça va aller en s'améliorant. Donc, ne perdez pas trop espoir.
Pour vous parler du pancréas en général, c'est une glande un peu méconnue qui est située profondément dans l'abdomen puis qui est un peu timide et qui se cache derrière l'estomac. Si vous voulez avoir une idée, en fait, à quoi ressemble votre pancréas, si vous collez le pouce et le petit doigt de votre main droite, vous le placez en dessous de votre sternum, comme ça vous donne à peu près une idée où ça se situe et de quelle taille c'est. Il y a vraiment deux rôles distincts au pancréas. Le premier, c'est de nous aider à mieux digérer. Donc, il fabrique des enzymes digestives qui vont être envoyées dans l'intestin pour nous aider à absorber les nutriments, à mieux digérer et absorber les nutriments. Et il y a une partie qui est hormonale. Donc, il va produire des hormones qui font la régulation du taux de sucre dans le sang, la plus connue étant bien sûr l'insuline. Et évidemment, c'est le pancréas qui est responsable chez les personnes qui vont être diabétiques de type 1, qui vont avoir de la difficulté à produire l'insuline. Je vais faire une petite pause maintenant. On va aller dans la culture populaire. Peut-être que vous connaissez ces deux personnes qui sont assez célèbres. Donc, Steve Jobs a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en 2003 et il est décédé par la suite 8 ans après, en 2011. Si vous êtes plus un fan de cinéma et moins d'électronique, vous êtes peut-être plus familier avec Patrick Swayze, qui lui a été aussi diagnostiqué avec un cancer du pancréas en 2008 et qui est décédé à peu près 1 an plus tard. Donc, peut-être que vous connaissez la réponse, mais qu'est-ce qui fait la différence, dans le fond, entre ces deux diagnostics-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a un des deux qui a eu accès à des meilleurs médicaments ou des meilleurs traitements médicaux? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une meilleure équipe soignante ou des meilleurs médecins, un meilleur entourage? Ou est-ce que c'est plutôt environnemental avec les habitudes de vie, comme par exemple l'alimentation ou l'exercice? En fait, je vous avoue que je triche un peu parce que c'est aucune de ces réponses, évidemment. C'est surtout parce que, comme le cancer, le pancréas est 2 organes en un. Il y a une fonction digestive et une fonction hormonale. Il y a aussi 2 types de cancers principaux distincts du pancréas. Le cancer le plus fréquent, celui dont je vous parlais au début avec mes statistiques, c'est l'adénocarcinome. C'est le cancer de la partie digestive. C'est lui qui a un très mauvais taux de survie parce qu'il est généralement beaucoup plus agressif. Il y a peu d'options de traitement. Je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard. Et c'est lui qui est surtout associé aux prédispositions génétiques, surtout le gène BRCA2 qu'on retrouve plus souvent chez les patients avec le diagnostic, mais vous allez voir qu'il y a des risques associés avec d'autres gènes aussi. Le cancer neuroendocrine, à peu près 5 des patients, donc 1 personne sur 20, il va avoir un taux de survie à 5 ans plus élevé, à peu près 60 d'abord parce qu'il est généralement un type moins agressif, mais aussi parce que grâce à ça, il y a plus d'options de traitement pour essayer de retarder le développement de la maladie. Il peut aussi être associé à une prédisposition génétique, mais d'un autre type, pas avec les cancers héréditaires nécessairement, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors voilà. Quels sont les facteurs de risque associés au cancer du pancréas? Il y en a 2 catégories. La première, c'est ceux sur lesquels on peut avoir un contrôle. Principalement, le facteur numéro 1 modifiable, c'est vraiment le tabagisme ou l'exposition à la fumée secondaire. Et c'est celui qui peut avoir le plus d'impact pour augmenter le risque de cancer du pancréas dans la vie. On pense aussi maintenant que le surpoids, peut-être en lien avec la diète, l'exercice ou l'environnement en général, ça peut aussi augmenter un peu les risques. Pour les facteurs qui sont non modifiables, on ne peut rien y faire, mais ça peut quand même être intéressant de les connaître mieux. D'abord, il y a l'âge. Je vais en parler encore une fois un petit peu plus loin. Aussi, lorsque les gens ont une inflammation du pancréas ou une pancréatite de façon chronique, à cause de l'inflammation, le risque de cancer va aussi être augmenté. Et je pense, la partie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les antécédents familiaux et l'hérédité vont évidemment aussi jouer un rôle. Donc, de quelle façon est-ce que ça va influencer? Si on prend 100 personnes qui ont un diagnostic de cancer du pancréas, chez 90 d'entre eux, ça va être sporadique, donc plutôt lié au hasard, et il n'y aura pas de lien familial ou héréditaire.
Si on regarde, dans à peu près 7 à 8 des cas, ça va être un cas familial. Donc, il va y avoir 2 personnes ou plus atteintes dans la famille. Et le risque pour les apparentés va être différent. Donc, s'il y a 2 personnes atteintes, le risque va être plutôt de 8 à 12 et le risque va monter à 40 s'il y a 3 ou plus membres de la même famille qui ont le cancer du pancréas. On considère que c'est familial quand on n'a pas d'indication de changement génétique ou de mutation qui pourrait expliquer la prédisposition. Dans à peu près 2 à 3 patients sur les 100 patients initiaux, on va trouver une cause héréditaire qui va expliquer pourquoi la personne aurait eu le cancer. Je n'irai pas en détail dans les syndromes génétiques, mais je vous ai mis les risques dans la table. Si vous voulez les consulter, c'est sur le site Internet. C'est sûr que Petit égard, c'est le plus élevé, à peu près. Il y a certaines études qui disaient 11 mais on pense que ça pourrait aller jusqu'à 36 pour les gens qui ont le mélanome malin familial, c'est plus autour de 17 pour les gènes BRCA1, BRCA2, j'ai juste mis un chiffre, mais en fait, c'est surtout associé à BRCA2. Donc, ça va être un risque d'à peu près 5 à 7 pour BRCA2. Pour BRCA1, c'est un peu moins clair. On pense que ça serait peut-être plus autour de 3 ou même 1 à 3 ça dépend. Et le risque pour le syndrome de Lynch, ainsi que pour 2 gènes associés au cancer du sein héréditaire, ATM et PALB2, on n'a pas de chiffre précis, mais on pense que ça serait plus faible, donc probablement moins de 5 il y a aussi un syndrome qui nous concerne moins aujourd'hui, qui peut faire que le pancréas va avoir une inflammation chronique. Puis à ce moment-là, le risque de cancer du pancréas aussi va être plus élevé. Si on revient à l'âge comme facteur de risque, mais aussi comme lien avec la génétique, évidemment, plus on vieillit, plus on a un risque de développer le cancer du pancréas. Et en fait, si on regarde le tableau, plus de 80 des patients vont recevoir le diagnostic après l'âge de 60 ans. Si on prend tous les patients avec le cancer du pancréas et on les teste pour des mutations comme on fait dans notre étude, on se rend compte qu'à peu près 3 ou une personne sur 35 va avoir une mutation génétique. Par contre, avec les résultats de recherche qu'on a fait dernièrement, on s'est rendu compte qu'en fait, si on regarde spécifiquement les gens qui reçoivent un diagnostic de cancer du pancréas en bas de l'âge de 50 ans, on trouve plus de gens qui ont une mutation génétique. Donc, à peu près une personne sur 7 ou 16 des gens avec le diagnostic plus tôt vont avoir une mutation. Ce que ça veut dire aussi, c'est ça nous inquiète un petit peu que oui, il y a un risque plus élevé de cancer du pancréas si on a une mutation génétique, mais aussi peut-être que ça vaut la peine de faire attention plus jeune parce que ça pourrait arriver plus jeune comme diagnostic. Aussi, parfois, c'est comme un couteau à double tranchant. C'est sûr que personne ne veut avoir un diagnostic de pancréas jeune, mais on voit chez nos patients qu'on arrive à mieux les traiter parce qu'on peut leur donner des meilleurs traitements que s'ils ont 70 ou 80 ans et ils ont d'autres problèmes de santé. Donc, parfois, ça peut être... au moins, ça peut aider un peu les patients à combattre la maladie. Maintenant, avant que je vous inquiète trop, je vais au moins vous parler des signes et symptômes qui peuvent être en lien avec ce cancer-là. Comme le pancréas est profond dans l'abdomen, les premiers symptômes peuvent être des douleurs dans l'abdomen, mais aussi dans le dos. Puis certains patients vont vraiment mentionner comme une ligne dans le dos verticale qui ne part pas ou qui empire et qui n'est pas en lien avec l'exercice. Les tumeurs peuvent aussi bloquer le canal biliaire et causer de la jaunisse qui peut se manifester souvent par du jaune dans le blanc des yeux comme premier signe, mais après, la peau au complet va devenir plus jaune. Ça peut également causer des démangeaisons et changer la couleur des selles ou de l'urine. Donc, les selles vont devenir très pâles et l'urine va devenir très foncée. Il peut y avoir aussi des problèmes digestifs. Le pancréas n'arrive plus à aider à digérer, donc des diarrhées ou des constipations, et aussi des nausées et vomissements. Tous ces problèmes-là peuvent aussi mener à des pertes de poids ou des pertes d'appétit. Et puis, pour la fonction hormonale, les gens peuvent parfois devenir diabétiques quelques années avant de recevoir le diagnostic. Si jamais vous présentez un de ces symptômes-là, est-ce que ça veut dire que vous avez le cancer du pancréas? Évidemment, non. C'est des symptômes qui sont très peu spécifiques. Par contre, dans le contexte d'une histoire familiale ou d'une prédisposition héréditaire,
évidemment, je pense que c'est une des choses qui serait le plus importante d'éliminer tôt et de garder en tête. Puis après ça, s'il y a une autre cause, bien là, ça pourrait être investigué aussi. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'une des choses les plus importantes pour le diagnostic du cancer du pancréas, c'est vraiment la détection précoce. C'est le même défi que pour le cancer de l'ovaire et malheureusement, on n'est pas très bon pour ça. Sur 5 personnes qui reçoivent le diagnostic, seulement une personne ou 15 à 20 des gens vont avoir un cancer localisé assez pour pouvoir avoir accès à la chirurgie et avoir une possibilité de guérison. Donc, les 4 autres personnes, malheureusement, vont avoir un cancer trop avancé ou métastatique et la seule chose qu'on peut lui offrir, c'est des traitements palliatifs. Donc, vous imaginez un très mauvais taux de survie par la suite. Même chez les patients qui ont la chirurgie, malheureusement, un tiers d'entre eux seulement vont être toujours vivants 5 ans après le diagnostic. Donc, comme c'est des cancers agressifs, même si on enlève la tumeur, probablement que des cellules avaient échappé avant, puis ça cause des récurrences. Pour la partie un peu plus positive, comment est-ce qu'on peut essayer de jouer avec les chiffres? Premièrement, c'est sûr que si on avait un meilleur dépistage, ça nous aiderait à améliorer les choses en opérant plus de personnes. Mais aussi, si on avait des meilleurs traitements ou plus d'options chirurgicales, peut-être qu'on pourrait opérer plus de gens avancés pour essayer de sauver leur vie. Donc, pour vous parler un peu de dépistage, pour vous mettre dans le contexte en médecine, c'est un processus qui cible une population ou un groupe de gens pour aider à identifier de manière précoce une maladie précise. Il faut qu'un test soit peu coûteux, facile à faire, consistant et efficace. Si on parle, je pense que tout le monde sait très bien de quelle maladie on parle ici. Il reste une question à savoir, qui est-ce qu'on devrait surveiller? C'est certainement pas la population générale, mais en même temps, il faut surveiller les bonnes personnes. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Le problème principal avec le cancer du pancréas, c'est vraiment la détection précoce. Donc, on n'a aucun test qui a été prouvé efficace pour faire le diagnostic plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'il y a plusieurs efforts de faire du dépistage en recherche. Donc, notre étude a un programme de dépistage de recherche où on essaie de suivre les gens de façon plus rapprochée. Donc, on a 2 examens différents qui ne voient pas exactement les mêmes choses et qu'on fait annuellement, mais en alternant aux 6 mois. On a un marqueur qu'on suit dans le sang, le CA19-9, qui n'est pas excellent, mais qui n'est pas trop mauvais. Puis, on a une visite clinique avec les patients pour voir s'ils ont des signes ou des symptômes qui seraient inquiétants. Alors, le protocole, en gros, je vous ai fait un résumé. On voit les patients pour les enrôler en clinique. Ensuite, à chaque 6 mois, il va y avoir un examen d'imagerie, la prise de sang et le rendez-vous de la clinique. Si tout est beau, on continue, puis on voit les patients 6 mois après avec l'autre examen alterné. Qui est-ce qu'on cible? On pense que le dépistage est seulement bon pour les gens qui auraient un risque à vie de plus de 5 de cancer du pancréas. Donc, c'est les mêmes choses dont je vous parlais dans la diapositive précédente. Je n'irai pas en détail. La seule chose, c'est que pour les gènes pour lesquels on a moins de preuves qu'il y a un risque élevé, on demande qu'il y ait un membre de la famille qui soit atteint de cancer du pancréas. Donc, pour le syndrome de Lynch, pour les mutations ATM ou PALB2 et pour les mutations BRCA1 et BRCA2. Notre objectif, c'est d'avoir une 50aine de patients qu'on va pouvoir suivre idéalement sur 5 à 10 ans ou même plus. Et pour l'instant, on en a à peu près, je pense, 36 ou 37 en ce moment. Voilà, donc on va peut-être savoir si ça fonctionne éventuellement. Avant que je manque de temps, je vais vous parler rapidement. Je parlais de couteau à double tranchant tantôt. On s'est rendu compte que chez les gens avec cancer du pancréas, si on fait des tests génétiques, on peut faire des sous-catégories. Puis par la suite, on peut utiliser les faiblesses génétiques de la tumeur pour faire de la médecine personnalisée. Donc pour les gens avec des mutations dans les gènes BRCA ou PALB2, on utilise maintenant de la chimiothérapie à base de platine. Puis pour le syndrome de Lynch, l'immunothérapie est maintenant disponible. C'est utile parce que ça permet de donner un traitement aux patients en espérant avoir une meilleure réponse. Puis en même temps, on peut donner soit des doses plus faibles ou soit justement simplement mieux contrôler la tumeur ou même la faire rapetisser. Et on espère que dans le futur, peut-être pour d'autres gènes comme justement ATM ou pour même d'autres processus complètement,
comme la pancréatite héréditaire, par exemple, on pourrait peut-être avoir d'autres sortes de traitements personnalisés pour aider à améliorer la réponse. Et pour finir, c'est absolument pas mon domaine d'expertise, mais depuis 2 ans, je suis assez exposée. Donc, maintenant, j'ai quelques connaissances en chirurgie. Et suite aux demandes des patients de Dr. Zogopoulos, il a décidé d'investiguer le nanoknife, aussi appelé l'électroporation. Donc, pour certains patients chez qui on ne peut pas faire une chirurgie et enlever la tumeur, c'est une technique de chirurgie alternative qu'on peut utiliser. Comme vous voyez sur les images, en fait, c'est des sondes de métal, puis on les met autour de la tumeur. On envoie un courant électrique qui va causer la mort des cellules tumorales. C'est disponible pour l'instant uniquement dans 3 centres au Canada, dont le Centre de santé McGill. Mais il y a certains endroits dans le monde où ça fait un peu plus longtemps qu'ils font la technique. Ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est pas clair exactement s'il y a vraiment des bénéfices pour les patients. Toute opération, comme vous l'avez vu depuis ce matin, a des effets secondaires ou d'autres choses à considérer ou d'autres risques pour la santé. Donc, on fait pour l'instant 5 cas pilotes afin de voir vraiment si on peut aider nos patients avec cette chirurgie. Le premier a été en août 2017. On a fait un cas aussi en octobre et on espère faire le 3e en janvier. Donc, on va voir, le futur va nous dire si jamais ça peut aider plus de gens et peut-être sauver plus de vies. Donc, voilà. Alors, en résumé, le cancer du pancréas est un cancer rare mais mortel. Il y a des prédispositions héréditaires qui peuvent faire qu'on peut être plus à risque de l'avoir, mais dans notre malheur, parfois, le fait d'avoir l'information génétique et de savoir qu'on a une mutation peut améliorer vraiment la prise en charge et le traitement de la maladie. Je pense que le point numéro 1 à retenir, c'est que la détection précoce est vraiment, vraiment, vraiment primordiale. Les signes et symptômes sont non spécifiques, donc c'est important d'être attentif. Et malheureusement, malgré nos efforts, le dépistage n'est pas encore au point. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en recherche. Et comme je vous disais plus tôt, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment pour essayer d'améliorer les choses pour nos patients. Et je pense qu'on a beaucoup de marge pour s'améliorer dans le futur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses existantes aussi qui s'en viennent dans les prochaines années. Alors voilà. Merci de votre attention. Oui. Vous voulez dire pour le dépistage? OK. La question, c'est est-ce qu'on manque de... OK. La question, c'est est-ce qu'on manque de patients de dépistage? Oui, comme je vous disais, on a comme objectif d'avoir 50 patients. On en a 35 à peu près, donc il nous en manque. Par contre, je vais juste revenir ici parce que je suis passée un peu vite pour ne pas manquer de temps. En fait, pour le syndrome de Lynch, on pense que si vous n'avez pas de membre de la famille qui a eu un cancer du pancréas, vous en avez un, mais vous êtes éligible. La seule chose, c'est qu'il faut venir à Montréal pour les examens. Ah, mais parfait. Bien, vous avez mes coordonnées, appelez-moi. Pour le reste des gens, je vais quand même préciser. C'est ça. On commence donc, pour une histoire familiale, on commence à 50 ans. Il faut on a changé nos critères. Maintenant, on prend 3 apparentés atteints, mais s'il y a 2 apparentés qui sont atteints à un âge jeune, par exemple en bas de 50 ans, les gens peuvent se qualifier quand même. Ça reste à discuter. Pour la pancréatite héréditaire Peutz-Jeghers ou le mélanome malin familial, pas besoin d'histoire de cancer du pancréas. Pour les gènes BRCA, ATM, PALB2 ou Lynch, ça prend vraiment au moins une personne dans la famille qui a eu le diagnostic. Idéalement, on va vous demander de confirmer avec les dossiers médicaux, mais même si on n'arrive pas à confirmer, vous avez le bénéfice du doute et on vous suit. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner ma carte, puis vous pourrez me contacter. Mais c'est ça, si vous connaissez des gens qui sont éligibles, le seul défaut, c'est qu'on est obligé de faire ça à notre centre. Donc, c'est plus difficile, mais on est ouvert. On a des patients de Sherbrooke, on a des patients d'un peu plus loin, là. On est ouvert à collaborer pour essayer de minimiser les déplacements le plus possible. Voilà.